On va décortiquer ensemble un schéma aussi intime qu'universel, un schéma qui se répète sans cesse, le cycle de la violence. Cette sensation, cette impression d'être coincé dans une boucle, de revivre encore et encore les mêmes situations, c'est quelque chose de profondément humain. Et c'est justement le point de départ de notre analyse aujourd'hui. Un sentiment qui peut apparaître dans nos vies personnelles, mais aussi, on va le voir, à une échelle bien plus large. Pour bien ancrer le sujet dans la réalité, commençons par un chiffre. Un chiffre qui fait froid dans le dos. D'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, près de 41% des femmes ont déjà subi des violences physiques, sexuelles ou du harcèlement de la part d'un partenaire. Ce n'est donc pas du tout un problème marginal, c'est une véritable crise qui se joue souvent derrière les portes closes, en suivant un schéma terriblement prévisible. Allez, c'est parti, voilà le programme. On va d'abord voir comment la violence s'installe, souvent de manière insidieuse, dans une sorte de spirale. Ensuite, on va disséquer l'anatomie même de ce cycle. Puis, on explorera le piège du contrôle, ce qui rend la sortie si difficile. Après ça, on verra les solutions pour briser le schéma. Et pour finir, on prendra beaucoup de hauteur pour observer comment ces mêmes dynamiques se retrouvent sur la scène mondiale. Alors, première chose essentielle à comprendre, la plupart des relations abusives ne commencent pas par un grand éclat de violence. Non, ça commence bien plus subtilement par un schéma lent, insidieux, de contrôle ou de critique qui ne fait que s'amplifier avec le temps. Et c'est justement cette escalade progressive qui finit par piéger la victime. On a souvent tendance à parler du cercle de la violence, mais en réalité, la métaphore de la spirale est bien plus juste, parce que chaque répétition du cycle n'est pas un simple retour à la case départ. Bien au contraire, les phases peuvent devenir de plus en plus courtes, la violence de plus en plus intense, et les moments de calme, ils se font de plus en plus rares. La situation s'aggrave, tour après tour. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les chercheurs ont réussi à identifier un modèle très clair qui se répète dans de nombreuses relations abusives. C'est une sorte de chorégraphie toxique qui se rejoue sans cesse. Et comprendre ce schéma, c'est la toute première étape pour pouvoir s'en libérer. Ce concept, il a été mis en lumière dans les années 70 par une psychologue, Lenore Walker. C'est elle qui, la première, a théorisé ce cycle. Elle a offert un cadre pour comprendre pourquoi tant de personnes restent piégées dans des relations destructrices. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est la mécanique même du cycle qui est en cause. Voyons un peu comment ces 4 étapes s'enchaînent. Tout commence par la montée de la tension. C'est ce moment terrible où la victime a l'impression de marcher sur des œufs. Ensuite, c'est l'incident, l'explosion de violence, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique. Juste après, arrive la phase de réconciliation, qu'on appelle souvent la lune de miel. L'agresseuse s'excuse, promet de changer, fait des cadeaux. Et enfin, une période de calme s'installe, qui redonne l'espoir que tout est rentré dans l'ordre, jusqu'à ce que la tension, inévitablement, recommence à monter. Alors ça nous amène à la grande question, n'est-ce pas? Si le schéma est si prévisible, pourquoi est-ce si incroyablement difficile d'y échapper? La réponse, en fait, elle se cache bien au-delà des explosions de violence. Elle est dans une dynamique beaucoup plus profonde et insidieuse. Il faut bien comprendre une chose. La violence physique, ce n'est souvent que la partie visible de l'iceberg. Le vrai moteur de ce cycle, c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. C'est une stratégie de domination totale qui vise à priver la victime de son autonomie, de sa liberté et au final de son estime d'elle-même. Pour bien visualiser ça, il existe un outil très connu, la roue du pouvoir et du contrôle. Elle montre parfaitement comment un agresseur maintient sa domination même quand il n'y a pas de violence physique. Comment ? En isolant sa partenaire, en la contrôlant financièrement, en la dénigrant sans arrêt ou même en utilisant les enfants comme un moyen de pression. Cette situation résume parfaitement la complexité de la situation. La peur que ça empire, la dépendance financière, la pression de l'entourage et bien sûr l'inquiétude pour les enfants. Tout ça crée un véritable piège. Ce sont des barrières bien réelles et extrêmement puissantes, qui expliquent pourquoi partir est un processus si long et si difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre compréhension de tout ça a beaucoup évolué. Et avec elle, les stratégies pour y mettre fin. Voyons un peu comment les approches pour aider les victimes, mais aussi les agresseurs, se sont transformées. Si on fait un petit retour en arrière, on voit une nette progression. Dans les années 80, le modèle de Duluth était révolutionnaire parce qu'il se concentrait sur les dynamiques de pouvoir. Mais plus récemment, de nouvelles approches ont vu le jour, comme l'ACTV. C'est une thérapie qui prend en compte les traumatismes vécus non seulement par les victimes, mais aussi, très souvent, par les agresseurs eux-mêmes. Et là, la différence d'approche, elle est fondamentale. Le modèle de Duluth, c'est une posture de confrontation très axée sur la culture patriarcale. L'ACTV, c'est tout autre chose. C'est une approche bien plus thérapeutique. Et l'idée n'est pas d'excuser la violence, mais d'en comprendre les racines qui sont souvent liées à des traumatismes d'enfance. Le but, c'est d'apprendre aux individus à mieux gérer leurs émotions et à aligner leurs actions sur leurs propres valeurs. Et quand on regarde les chiffres, les résultats sont spectaculaires. Une étude menée au Minnesota a comparé les 2 programmes. Après 5 ans, le taux de nouvelles condamnations pour ceux qui avaient suivi le programme ACTV était de 34%.
C'est presque 2 fois moins que pour le programme traditionnel. Ces chiffres montrent bien qu'une approche qui prend en compte les traumatismes est beaucoup plus efficace pour briser le cycle. Ok, attention, maintenant on va prendre énormément de recul. On va faire un zoom arrière assez radical pour voir que ce schéma de tension, d'explosion et de réconciliation, eh bien, il ne se limite pas du tout aux relations entre deux personnes. On le retrouve, avec des mots étonnamment similaires, dans les conflits qui font les gros titres. Écoutez bien les mots utilisés par le secrétaire général des Nations Unies pour décrire une crise internationale. Cycle dangereux, cycle mortel de violence de représailles. On pourrait presque croire qu'il parle de violence domestique. Le vocabulaire est quasiment le même. Et ce n'est pas un hasard. Un autre diplomate à l'ONU parle d'attaque de représailles en ping-pong. Cette image du ping-pong, elle illustre parfaitement cette dynamique d'action, réaction, coup pour coup, qui alimente une escalade sans fin, que ce soit entre deux personnes ou deux nations. Et là, c'est fascinant de mettre les deux côte à côte. Regardez, d'un côté on parle de cycle de la violence, de l'autre de cycle mortel. Une spirale de l'escalade devient une violence de représailles. L'idée d'être piégé dans une relation se transforme en un appel à s'éloigner du gouffre. C'est le même vocabulaire, la même structure de pensée. Le point crucial, le cœur de notre analyse, il est là. La grammaire du conflit est universelle. Qu'il s'agisse d'un couple ou de nations, la dynamique fondamentale reste la même. Une accumulation de tensions qui mène à une explosion, suivie d'un apaisement très précaire. Le tout alimenté par une lutte acharnée pour le pouvoir et le contrôle. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Si on est capable d'identifier ce schéma destructeur, que ce soit dans l'intimité d'un foyer ou sur l'échiquier mondial, est-ce qu'on a alors le pouvoir d'intervenir? Est-ce qu'en comprenant la mécanique du cycle, on peut trouver les clés pour l'arrêter et enfin écrire une histoire différente? La prise de conscience, en tout cas, c'est la toute première étape.